Bonjour à tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Donc ça peut être via ma chaîne, la chaîne Jean Cuivre, ou via la chaîne de Pierre-Alexandre. Je suppose qu'on va l'uploader tous les deux sur nos plateformes respectives. Donc on va commencer par une petite présentation mutuelle. Du coup moi c'est Jean Cuivre. Vous pouvez me retrouver premièrement sur le site nivrad.fr que j'administre. Donc il suffit d'écrire Darwin à l'envers en inversant les lettres.fr. Et donc voilà, c'est un site où je vulgarise de nombreuses positions et de nombreuses polémiques vis-à-vis de la théorie de l'évolution. Et vous pouvez me retrouver aussi évidemment sur ma chaîne YouTube, Jean Cuivre, vous tapez Jean Cuivre évolution ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup d'entretiens, d'interviews, de vidéos sur la théorie de l'évolution et aussi des vidéos de religion parfois. Donc voilà, il y a plein de choses. Et du coup, voilà, Pierre-Alexandre a proposé de faire un échange il y a plusieurs semaines. Et aujourd'hui, on va échanger tous les deux sur, principalement, je pense, sur la théorie de l'évolution. Je te laisse te présenter à ton tour, si tu le souhaites. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Pierre-Alexandre Ponant et donc comme Jean en fait je me suis intéressé à la théorie comment dire, à la théorie de l'évolution. Euh, Moi je suis parti, on peut embrayer un petit peu là-dessus. La problématique c'est un petit peu pourquoi on est amené à se poser des questions. Donc moi, à la base, pour faire un petit récapitulatif, moi, j'étais enfant, mes parents m'ont mis dans un établissement catholique, un collège catholique, et pourtant, j'étais pas du tout croyant. J'étais même le seul à avoir refusé de me faire, comment dire, de faire ma communion. Et même après, j'ai demandé à aller en lycée public. Et pourquoi? Parce que, en fait, j'avais pas forcément de preuves de l'existence de Dieu et parce que j'ai toujours eu un intérêt pour la culture scientifique, donc je regardais les choses qu'on pouvait trouver dans les Sciences et Vie, sur Arte, la théorie de l'évolution. J'avais lu le bouquin de Darwin aussi assez jeune, et puis ça me parlait, et j'avais l'impression qu'il y avait une cohérence dans ce discours scientifique, et je m'étais jamais plus posé de questions que ça, et je n'étais même rendu à un stade très très athéiste, très comment dire darwinien, et où je pensais même que l'homme était une sorte de machine avec toutes les théories, comment dire, sur le cerveau, sur la conscience, issues des neurobiologies comme Jean-Pierre Changeux, Patricia Churchland, Damasio, qui disent voilà qu'en fait notre conscience n'est ni plus ni moins que la résultante d'interactions physico-chimiques. Et donc c'était voilà, j'étais vraiment devenu voilà, je pensais que l'homme était une machine biologique née du hasard et de la sélection naturelle. Et puis après, on a vu ça au lycée aussi, un petit peu. Voilà, donc forcément, on étudie les homologies au niveau des animaux, des espèces, les fossiles, etc. Et tout me semblait très cohérent. Et puis, un jour, je suis tombé justement sur des vidéos du flagelle bactérien, du moteur dans la bactérie. Et je me suis dit, waouh, ce truc-là, c'est extraordinaire. Je veux bien être darwinien. Il va falloir m'expliquer comment c'est possible. Et je me suis intéressé, je suis tombé après sur un livre qui critiquait le darwinisme. Et moi, comme j'ai fait une formation très axée en mathématiques, je me suis pas mal penché sur le côté probabilité que des structures complexes apparaissent. Et là, je me suis dit, bon, là, il y a quand même un petit truc qui me choque. C'est vrai que c'est quand même très improbable que des choses comme ça apparaissent dans les calculs. Et je me suis dit, Darwin, je suis plus si sûr que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir d'une manière complètement neutre, sans biais de confirmation. Je vais aller lire tous les bouquins que je peux sur l'intelligent design et tous les bouquins que je peux sur le darwinisme et l'évolution, donc qui prônent cette théorie. Et puis je vais comparer. Et puis ça fait 7 ans que je fais ça et sur mon temps libre. Et en fait, je me suis rendu compte que la théorie néo-darwinienne, ce qu'on appelle la synthèse moderne, pour moi, elle tient pas du tout. Elle tient pas du tout, ce qui fait pas de moi non plus un créationniste, parce que je suis a priori toujours plutôt athée, euh, mais je ne suis plus darwinien. C'est-à-dire que le qualificatif serait de dire je crois plus à la théorie darwinienne, donc je suis non darwinien, plutôt à tendance intelligent design, même si je suis ouvert à un processus naturel qu'on n'aurait pas compris, même si j'ai un peu du mal à y croire. Mais après, je ne suis pas créationniste pour autant.
parce qu'après, il y a plein de possibilités autres que Dieu. Même d'ailleurs, si j'avais à devenir déiste ou théiste, je serais plutôt non spécifique, c'est-à-dire que je choisirais pas forcément un livre religieux précis. Mais voilà, en tout cas, bah, moi, je suis tombé sur la chaîne de Jean et que j'ai trouvé vraiment, bah, vraiment super bien faite. Et c'est rare dans le milieu francophone, en fait, de voir bah, des gens qui portent ce message et qui s'y connaissent sur ce sujet. Et donc, bah, j'ai trouvé que tu avais vraiment poussé voilà, comment dire, l'intérêt et la documentation sur le sujet assez loin. Et puis j'y regardais, puis je me suis dit, bah, ce serait vraiment sympa de faire un live, quoi. Bah ouais, nickel. Donc, bah ouais, super, super présentation, effectivement, t'es allé assez loin, donc t'as abordé plein de sujets. Moi, je peux peut-être faire jouer aussi un historique, mais plus court. Donc, moi, ça fait bah, à peu près depuis 5 ou 6 ans aussi que j'ai complètement évacué la théorie de Darwin. Bah déjà au collège, il y avait des trucs que je comprenais pas et que je demandais à la prof de SVT, je m'en souviens, et elle savait pas quoi me répondre. Du coup, c'était assez rigolo. Mais pareil, moi, c'était une sorte de status quo. Donc voilà, on m'expliquait des trucs que j'ai globalement acceptés. Et effectivement, je pense que c'est un peu comme toi. J'ai découvert déjà qu'il y avait un débat, ce que j'ignorais avant, Mm. voilà, il y a 5 6 ans. Donc j'ai écouté, je les ai toujours sur mon disque dur. Je me suis dit, il faut que j'écoute des débats parce que si je vais aller écouter juste les uns, bah évidemment, ils vont me remplir la tête. Si je vais écouter les autres, ça va être la même chose. Donc j'ai 110 heures de débat, j'ai tout écouté quand Ouais. j'étais en licence, du coup. J'avais beaucoup de temps libre parce que je devais faire une alternance, mais j'avais pas trouvé de boîte. Donc ça me faisait 3 jours par semaine où j'étais chez moi. Du coup, il fallait que je m'occupe. Donc j'ai commencé par ça et après, effectivement, aussi des gros bouquins. Bah, les débats, de toute façon, je regarde tous ceux qui sortent quand il y en a. Euh, donc voilà, et du coup je me suis dit, mais il y a un décalage qui est monstrueux entre la scène anglo-saxonne, on pourrait dire, un peu largement, parce que c'est pas que les États-Unis, c'est aussi beaucoup les Australiens, par exemple, qui sont dans ce débat-là, et le monde francophone où il n'y a quasiment pas de débat sur justement Darwin, l'évolution, etc. Les gens ignorent en fait complètement qu'il y a tout un pan du monde scientifique qui rejette de manière très radicale et très rationnelle la théorie de Darwin. Du coup, je me suis dit, bon, mais faut absolument faire une sorte de pont et vulgariser des concepts, voilà, transmettre, expliquer au maximum et surtout, premièrement, apprendre au maximum parce qu'en fait, on n'a que des trucs à apprendre. Et voilà, toujours aujourd'hui, en fait, on parle de thèmes qui sont, qui sont qui sont très vastes en fait. Et à chaque fois, on est obligé. Par exemple, là, on a choisi quelques lignes d'approche. Et ben voilà, c'est toujours une sorte on se limite en fait à certains sujets parce que la biologie, de toute façon, c'est immense. Et Je il y a, pense que pour faire un débat complet, pour présenter en détail toutes les parties, il faudrait peut-être 40, 50 heures, quoi. voilà. C'est tellement c'est complexe et vaste, quoi. Et le point central, c'est que on peut pas parler en fait, on peut pas parler de tout le monde biologique. Donc moi, j'ai une approche qui finalement est très limitée sur. Je parle beaucoup de l'ADN, justement, des opérations mathématiques. Je pense que tu as aussi un peu les mêmes angles d'attaque. Et il y a des points où je vais beaucoup moins commenter parce que en fait je sais beaucoup moins de choses et je préfère voilà, je préfère me concentrer sur les trucs que je maîtrise et de toute façon il y a des contre-indications absolument partout pour l'explication évolutionniste. Donc voilà, on a prévu quelques points. Donc tu l'as déjà un peu mentionné pour commencer. La complexité de l'ADN. Donc tu as parlé du flagelle, voilà, de la bactérie. Donc c'est un exemple connu qui a été vulgarisé surtout par Michael Bay au début des années 2000 avec sa notion de complexité irréductible. Et là, plutôt la complexité de l'ADN, donc effectivement, c'est un point important. Donc je peux peut-être résumer s'il y a des gens qui arrivent un peu sur cette vidéo au milieu de nulle part. Donc la proposition que moi je vais défendre, c'est la proposition qu'on appelle Intelligent Design ou dessin intelligent. Et donc je vais essayer de la faire en une phrase. Euh, Certaines propriétés du monde vivant sont mieux expliquées par une action consciente et intelligente que par une succession de phénomènes pseudo-aléatoires, à savoir
l'apparition de mutations aléatoires sur des espèces vivantes et la sélection naturelle. Voilà, donc c'est deux éléments conjugués. Et du coup, voilà, l'intelligent design, c'est juste dire euh, une action consciente et intelligente explique beaucoup mieux certaines propriétés du monde vivant que la théorie évolutionniste. Donc certains, effectivement, vont directement calquer ça à du déisme ou à du créationnisme, et d'autres, bah, du coup c'est un petit peu ton cas, sont beaucoup plus, on va dire, libéraux sur le reste, c'est-à-dire, voilà, comme tu dis, ça peut être plein de choses, ça peut être plein de causes possibles, etc. Dans tous les cas, c'est la proposition que moi je vais défendre, et là on va commencer par parler de l'ADN, et du coup, donc est-ce que tu veux commencer pour l'ADN? Est-ce que tu as des trucs à dire peut-être? Euh, ouais, bah, je pourrais parler des codes, mais moi vraiment, je trouve qu'une des meilleures preuves, comment dire, du fait que ce soit de l'intelligent design, c'est les codes redondants, c'est-à-dire le fait que l'ADN puisse être à une compaction d'informations, qu'il puisse être lu dans plusieurs sens, et ça, c'est totalement incompatible par une apparition graduelle. Je vais essayer de donner des exemples. Alors, je vais partager mon écran. Euh, alors, hop. Donc, voilà. Alors, voilà. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle des phrases anacycliques. Alors, on voit ou pas? Oui, on va très bien. Alors, donc ça, c'est pas la meilleure, celle-là. On va mettre celle d'après. Voilà, donc une phrase anacyclique, c'est par exemple une phrase qu'on peut lire dans un sens et dans l'autre, et ça va avoir un sens. Par exemple, si je lis l'ami naturel et que je le lis à l'envers, ça va faire le rut animal. Ça a un sens, d'accord? Donc là, c'est comment dire, c'est un palindrome. Port salut et tu l'as trop. On a des mots plus courts, hein, nos, son, mon, nom, les, celle, ri, tire, etc., etc. Et, euh, et ça, en fait, c'est l'ADN a des propriétés qui font que on peut le lire dans plusieurs sens. Alors, je vais revenir en détail. Le problème, c'est que quand on peut le lire dans plusieurs sens et qu'il y a une mutation, ça va affecter plusieurs sens. Par exemple, l'ami naturel, tout à l'heure, qui donnait le rut animal, si je fais une mutation au niveau du T et que je transforme ça par un G, ça va faire l'ami naturel. Alors, imaginons que ça veut dire quelque chose, bah, c'est même pas le cas. À l'envers, ça va faire le rug animal qui veut non plus rien dire. Donc, imaginons que dans un sens, bon, j'ai pas pris le meilleur exemple, j'aurais dû mieux préparer mes diapos, mais comment dire, imaginons que ça veut dire quelque chose dans un sens. Si dans l'autre sens, ça ne veut rien dire, ça va être un problème. Or, en fait, l'ADN peut être lu alors, de 12 manières différentes de manière directe, mais après, en fait, on a remarqué que la compaction d'informations était environ de l'ordre de 100. Donc, pourquoi on peut le lire de plusieurs manières? Parce que l'ADN, en fait, donc c'est 4 lettres, hein, donc pour ceux qui ne savent pas, hein, A, T, G, C, et on les lit 3 par 3, donc ce qu'on appelle des codons. Sauf que quand on les lit, on peut, par exemple, lire 3 lettres par 3 lettres, mais on peut décaler. Donc, par exemple, il y a 4 premières lettres, c'est A, A, TG. On peut commencer par AAT, mais on peut décaler la première lettre, ne pas la lire, et puis bah, lire les trois suivantes, ou on peut décaler de deux. Et en fait, l'ADN peut être lu comme ça, en décalant la piste de lecture. Mais il peut être lu aussi à l'endroit et à l'envers, en décalant d'une lettre ou de deux lettres. Si on décale de trois lettres, on retombe. Et ça a un double brin, donc c'est pareil dans l'autre sens. Donc ça fait 3 fois 2 fois 2, ça fait 12 sens de lecture. Mais après, il y a un truc qui est absolument extraordinaire, c'est que il y a des morceaux d'ADN qui sont découpés et qui sont réassemblés. C'est comme si, par exemple, j'avais un livre et puis je prenais un morceau de phrase par-ci, je plie une page et puis je la colle à l'autre, ça va avoir un autre sens. Et puis je lis la page à l'envers et puis je la recolle à un autre morceau de phrase d'un autre chapitre, ça va avoir un autre sens. Et ça, c'est ce qu'on appelle bah, l'épissage. Donc c'est qu'en fait, bah, des morceaux en fait d'ADN vont être recombinés entre eux pour former d'autres phrases. Donc si on fait un récapitulatif, écrire quelque chose comme le programme pour coder un être humain sur 3 milliards de lettres, parce que c'est 3 milliards de lettres, c'est comme si on devait écrire un livre qui se lit dans un sens puis dans l'autre. On peut le lire par exemple une lettre sur deux, puis une lettre sur trois, une lettre sur quatre. Et puis si après on plie des pages comme des origamis, ça va encore faire d'autres chapitres. Et ça, pour
avoir la capacité de faire ça, c'est d'une intelligence extraordinaire. Mais en plus de ça, quand il va y avoir une mutation, vu qu'on va avoir un nombre de sens de lecture hyper grand, ça va impacter de manière négative, de manière générale, parce que la probabilité que ça impacte tout de manière positive est hyper faible. S'il y a une mutation positive quelque part, c'est quasiment improbable que ce soit positif pour le reste. Donc en fait, ça va pas marcher. Je sais pas si je suis très clair. Tout à fait. Donc, je vais partager mon écran. J'ai trouvé une illustration pour l'épissage. Donc, comme tu dis, l'ADN, c'est vraiment fascinant parce que bah, du coup, déjà, il y a cette notion de certaines séquences qui sont lues dans un sens et qui peuvent être lues dans l'autre. Il y a aussi cette notion d'épissage. Du coup, j'ai l'image ici avec bah, du coup une lecture qui se fait avec des sauts en fait. C'est comme en fait si vous aviez une phrase, vous pouvez lire la phrase tout simplement. Vous pouvez aussi lire un mot sur trois et vous allez toujours avoir une phrase qui veut dire quelque chose. Vous pouvez la lire dans l'autre sens. Vous pouvez faire aussi une lettre sur cinq peut-être. Et en fait, tout ça, c'est vraiment la même séquence qui, du coup, va conduire à même à des composants biologiques qui sont différents. Dans le cas où toute lecture de séquence amène à la formation d'une protéine. C'est pas toujours le cas. Des fois, l'ADN, c'est des choses un peu plus mystérieuses. Mais donc effectivement, tu fais bien de parler des plusieurs dimensions de l'ADN puisque c'est pas du texte en français, c'est une dimension en fait. Vous allez de gauche à droite, point final. Et avec l'ADN, on a voilà toutes ces profondeurs de lecture que que le monde biologique, bon, a maintenant on l'a découvert il y a quand même de nombreuses années, mais on découvre continuellement en fait les différentes strates qu'il y a et, et c'est vraiment fascinant. Et du coup, l'étape suivante, donc je fais le lien avec Darwin une nouvelle fois pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce débat. Dans la théorie de Darwin, il y a en fait, ce sont l'apparition de mutations aléatoires qui conduisent les formes vivantes à évoluer au cours du temps selon qu'elles sont plus ou moins adaptées à l'environnement en fait. Et du coup, donc c'est ça qui a fait que des singes en 300 000 ou 500 000 générations sont devenus les êtres humains qui sont capables d'aller sur la Lune et de construire des ordinateurs. Donc ça c'est la proposition de la théorie Darwin, c'est-à-dire vraiment il y a des mutations aléatoires qui arrivent sur tel ou tel. Donc voilà par exemple il y a un G qui va se transformer en C, en A ou en C. Et du coup au cours du temps, ben, certaines formes finissent par avoir des avantages, donc une reproduction supérieure aux autres et finissent par du coup remplacer ou devenir une nouvelle population plus évoluée que la précédente. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle élimine la population précédente, mais ça veut dire que voilà, il y a une nouvelle forme qui a de nouvelles propriétés biologiques. Et donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 50, 60, quand on a découvert tous ces éléments-là, on en parlera, je pense, à nouveau, mais voilà, il y a beaucoup de mathématiciens qui ont dit il y a quelque chose qui cloche. L'ADN, en fait, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop précis pour que ça soit le fruit du hasard. Il faudrait pas 2 milliards d'années, mais il faudrait des milliards, des milliards, des milliards et des centaines de milliards à la puissance 10 000 années pour obtenir les séquences qui font fonctionner le vivant. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que depuis 20 ou 30 ans, on découvre en fait toutes ces nouvelles dimensions et notamment voilà ces choses incroyables d'épissage alternatif, de modification post-traduction et post-transcription. Donc même une fois qu'une séquence a été lue par le composant biologique qui va la décoder, bah ensuite des fois on a d'autres composants qui viennent encore ajouter leur sauce et modifier des trucs. Et parfois c'est même au cours de la vie, par exemple d'une protéine, qu'elle est à nouveau modifiée selon tel ou tel critère. Donc c'est des choses vraiment, vraiment incroyables. Et donc du coup voilà, ici on a un énorme hic en fait. Euh, on ne sait pas comment fondre ça, comment accorder tout ça avec la théorie de l'évolution, on va dire un petit peu classique, ou même la synthèse évolutionniste aujourd'hui, puisque une mutation à un endroit, ça va pas agir sur uniquement, par exemple, une protéine ou un petit truc, ça va en fait casser toute une chaîne de relations informationnelles. Et du coup, voilà, c'est une sorte de
Et là, le terme de complexité réductible, du coup, on peut l'introduire ici puisque on a des choses qu'on ne peut plus toucher. Il y a certains endroits dans votre ADN, de très nombreux endroits où vous allez pouvoir recevoir des mutations, mais il y a beaucoup d'endroits en fait où si vous le faites, telle protéine n'est plus produite et c'est fini en fait. Donc même si ça produit voilà un avantage voilà selon une certaine manière de lire l'ADN, et ben dans une autre manière, ça va casser le fonctionnement biologique. Voilà, donc ça c'était une bonne introduction, je pense. Il y a beaucoup de gens qui savent pas encore effectivement que l'ADN c'est 1000 fois plus compliqué que même du langage informatique parce que donc moi je travaille là-dedans, je développe tous les jours, je code et en fait on est strictement incapable de faire des choses qui ont une complexité qui s'approche en fait de celle de l'ADN. Donc une nouvelle fois, la proposition selon laquelle c'est une intelligence qui a conçu ces systèmes, elle est extrêmement, elle a une plausibilité très 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 forte vis-à-vis de tout ce qu'on sait sur l'information et les systèmes de codage en fait qui n'apparaissent pas dans la nature au cours du temps. Euh, donc voilà, est-ce que tu veux rajouter des choses sur ce point? Bah, y a pas mal de choses hein, à rajouter, mais après, il faut qu'on reste synthétique. Mais il y a quelque chose aussi qui a été prouvé par les théoriciens de l'information, c'est que comment dire, le code génétique, donc, il a une capacité de réduction d'erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, donc le code génétique, peut-être on va résumer pour les gens. Je ne sais pas si tu as une image du code génétique. Oui, je vais en trouver une, oui. Sinon, je dois avoir ça, comme ça j'explique. Donc en fait, l'ADN est lu 3 lettres par 3 lettres, qu'on appelle des codons. Et à chaque codon va être assigné ce qu'on appelle un acide aminé. Et donc en fait, normalement, on a 64 triplets différents possibles, c'est-à-dire combinaison de. C'est-à-dire que en fait, donc on a 3 lettres, sauf qu'en fait, on a 3 lettres d'affilée qui sont lues, mais il y a 4 possibilités A, T, G, C. Donc en fait, ça fait 4 puissance 3. Et donc ça fait 64. 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Sauf qu'on n'a pas 64 acides aminés, c'est-à-dire qu'en fait, donc c'est un peu un mode d'emploi, un petit peu, hein, l'ADN. Donc en fait, on les lit et donc en face est assigné un morceau de protéine qu'on appelle un acide aminé, et c'est ces morceaux de protéines qui vont composer après toutes les protéines, c'est-à-dire toutes les petites briques de Lego du corps humain. Et on n'en a pas 64, on en a 20. Enfin, bon, après, il y a les codons start et stop. Mais donc on a ce qu'on appelle une redondance. Donc par exemple, là, ce que est en train de montrer Jean, c'est que en haut, à gauche par exemple, le UUU, bon là c'est l'uracile, c'est bon, c'est quand on passe à l'ARN, il y a une lettre, le T qui se transforme en U, mais c'est pas bon, c'est pas très important. Donc même le TTT va coder pour la phénylalanine, mais le TTC va aussi coder pour la phénylalanine. Ou par exemple le TCU, le TCT pardon, va coder pour la sérine, comme le TCA. Donc il y a plusieurs en fait triplets qui vont coder plusieurs fois pour le même acide aminé. Et ça, on a montré en fait en théorie de l'information que ça avait un intérêt pour réduire en fait la perte d'information lors de la transmission de signal. Donc ça a été prouvé par Claude Shannon dans la théorie de l'information. Et en fait, on a simulé des codes génétiques pour voir, parce que c'est vrai que le code génétique qu'on a, il est très très résistant en fait pour éviter que ça se passe mal, en fait, qu'on ait des mutations qui aboutissent à des handicaps, à des maladies. Donc généralement, hein, pas toujours, mais ça se passe quand même très 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 bien. Et on a simulé 1 million de codes génétiques différents pour voir si ça avait été assigné au hasard, si on aurait eu quelque chose de meilleur que l'ADN. Or, on a montré qu'en fait, c'était le meilleur code génétique possible en termes de réduction d'erreurs et d'informations. Et pourtant, ce code génétique, il est commun à tous les êtres vivants sur Terre. Bon, il y a des petites exceptions, il y a eu des mutations pour des organismes très primitifs, des levures, des choses comme ça, mais on va même pas en parler. Mais globalement, que ce soit un éléphant, un dauphin, une méduse, un être humain, un arbre, un baobab, le code génétique est le même. Et en fait, il aurait fallu que, donc ça voudrait dire, si la théorie de l'évolution est vraie, qu'il était là pour l'ancêtre commun, ce qu'on appelle le LUCA, Last Universal Common Ancestor. Et donc, si il était là dès le début, ça veut dire qu'il était
déjà programmés de manière extraordinaire dès le début. Et ça, en fait, il y a un physicien et biochimiste qui a fait des calculs, donc par rapport au début donc à la date à laquelle on présuppose que le code génétique est apparu sur Terre. Et il aurait fallu qu'il y ait 4000 tests de code génétique par seconde pour qu'on puisse aboutir au bon en termes de mutation, enfin, ce qui est complètement improbable, quoi. Donc en fait, on voit bien qu'en fait, il y a même un design intelligent du code génétique dès le début, heu, qui est nécessaire pour aboutir à un taux d'erreur, comme celui qu'on voit aujourd'hui et ce qui fait qu'il s'est répliqué, bah, depuis des milliards. Alors après, il y a débat sur les dates ou pas, hein. Toi, je sais que tu es plus, tu débats sur les dates. Moi, je m'y suis moins intéressé, mais après, je suis ouvert. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il s'est vraiment très, très bien transmis et ça, voilà, on sent qu'il y a un codage intelligent derrière, quoi. Ok, bah du coup, effectivement, c'est hyper intéressant. Je connaissais ces concepts d'équivalence chimique que voilà, des fois des séquences différentes codent pour le même acide aminé. Et ce que tu dis, c'est que ça permet en fait, en cas, par exemple là, si il y a une erreur, le A devient un G, en fait, c'est pas grave parce qu'au niveau chimique, c'est la même chose et la protéine, elle fonctionnera tout aussi bien. Exactement, ouais, c'est Ok, ça. Ça permet quand il y a des en fait, justement, si tu veux, c'est même calculé, on dirait que c'est calculé pour qu'en fait, là où il va y avoir des mutations plus naturelles à cause des instabilités chimiques, tu retombes sur le même acide aminé. Donc c'est prévu en avance l'instabilité, quoi. d'accord. Du coup, c'est intéressant. Alors, j'essaie de faire une réponse évolutionniste vraiment classique. C'est qu'en fait, ils vont dire forcément, les systèmes vivants qui existent aujourd'hui sont optimisés parce que c'est ça qui leur a permis de survivre par rapport aux systèmes primitifs. Donc, un jour, il y a eu une somme de mutations qui ont fait apparaître ce système-là ou qui l'ont complexifié petit à petit par rapport à une sorte de proto-ADN beaucoup plus simple. Sachant qu'il a pas pu être complexifié petit à petit, hein, parce que c'est le code génétique de Lucas. Ah oui, parce que du coup, il est partagé entre voilà, la plupart des espèces vivantes. Donc, oui, Donc donc, l'explication que moi j'ai déjà entendue de la part des zététiciens français, par exemple, oui, mais vous savez, il a pu se perfectionner, c'est tout à fait cohérent, il a pu se perfectionner sur des milliards d'années. Non, en réalité, en fait, c'est sur 6 millions d'années. Entre le grand bombardement météoritique de l'Aldéen et le premier être vivant sur Terre, on a environ 6 millions d'années. euh, je C'est pense que où? tu te trompes. Je pense dans la timeline évolutionniste, c'est plutôt peut-être 4 milliards pour l'apparition du vivant. Ou c'est pas 6 millions, c'est impossible. 6 millions, c'est ancêtre commun homme-chimpanzé jusqu'à l'homme moderne. Ouais, non, mais je pense pas me tromper justement parce que donc, du coup, alors les dates que je connais plus par cœur, on est environ sur du 4,5 milliards d'années sur donc la formation de la Terre, l'accrétion. Sauf que après, du coup, ce qu'on entend souvent, c'est que alors les premiers êtres vivants, on serait autour de 3 milliards 86 millions. Donc là, ce seraient les premières traces de bactéries qu'on trouverait. Sauf qu'en fait, donc on se dit il y a eu des centaines de millions d'années, sauf qu'on ne se comprend pas en compte, c'est qu'il y a eu un grand bombardement météoritique juste avant ça, qui fait que c'était complètement incompatible avec l'émergence de la vie. Et donc en D'accord. fait, c'était très rapide. Et alors, j'ai un petit doute, effectivement, il faudrait que je révise. C'est 6 ou 6, 60 ou 600. Bon, bref, comme quoi on ne sait pas toujours C'est tout. très probablement 600 parce que 65 millions, c'est à peu près l'extinction des dinosaures. Donc, Ouais. Toujours est-il que c'est quand même un temps très très court et que ça pose question. En tout cas, le calcul, il faudrait que je le retrouve à la référence du professeur Yoki. Lui, il est parti sur les bonnes dates. C'est quand même qu'il fallait tester 4000 codes génétiques par seconde, quoi. voilà, effectivement. Donc là-dessus, j'invite les personnes curieuses à aller lire David Abel. Donc vous tapez ce nom-là, il y a de nombreux articles que vous pourrez lire du coup en accès libre. Je vais lire la citation, après je vais commenter un petit peu. Donc c'est un professeur Gene Emergence Project au Canada ou quelque part. Les algorithmes génétiques construisent des systèmes biologiques complexes. Trois types de complexité existent. Donc la complexité aléatoire, ordonnée et fonctionnelle. Seules des séquences ordonnées sont capables d'exprimer des instructions algorithmiques. Les séquences aléatoires ou uniquement ordonnées sont à l'exact opposé. Les séquences fonctionnelles, et pas seulement parce qu'elles sont apériodiques, sont à l'origine de l'organisation des systèmes biologiques. Il n'existe aucun élément empirique qui indique que de l'information aléatoire ou ordonnée ait déjà produit le moindre système biologique sophistiqué. L'organisation est causée par de l'information fonctionnelle, pas par des données aléatoires ou de l'information uniquement ordonnée périodique.
Donc là, il y a un point très important, c'est que on parle en fait, là on est dans la thématique information. Parfois, il y a des évolutionnistes qui ont des petites lueurs de génie. Et du coup, ils nous soumettent la proposition suivante qui est de dire oui, mais dans la nature, il y a beaucoup de séquences ordonnées qui apparaissent. Par exemple, ça peut être des atomes, des séquences en fait qui ont une sorte de répétition, de périodicité en fait. Et il est vrai que il y a des séquences apériodiques qui, dans certaines configurations, peuvent devenir en fait des séquences périodiques. Voilà, on peut penser à, il me semble que c'est le diamant ou le carbone qui ont voilà, géométriquement, c'est des structures qui sont hyper régulières et qui ont parfois une périodicité. Et il y a aussi évidemment des séquences aléatoires. Donc ça, c'est ce que vous obtenez en fait tout le temps à partir quand vous essayez de faire des choses au hasard, vous obtenez des séquences aléatoires. Et ce qui est intéressant avec le vivant, c'est que il y a à la fois des éléments qui sont périodiques, donc qui vont revenir, mais à la fois des choses qui semblent au premier regard aléatoires. Sauf qu'à la différence des séquences aléatoires, euh, donc ce que Monsieur Abel appelle des séquences fonctionnelles, en fait ça produit tout simplement des composants biologiques. Et si vous changez trois lettres là-dedans, en fait vous n'avez plus cette protéine topoisomérase 6. Vous avez un truc qui marche pas en fait, qui est incapable par exemple de découper l'ADN. Donc ça c'est pour la topoisomérase 2. Mais donc voilà, vous avez compris l'idée. Et donc voilà, il y a beaucoup de scientifiques qui insistent vraiment là-dessus. L'information fonctionnelle n'apparaît pas au cours du temps. Donc si vous modifiez des séquences qui sont fonctionnelles, soit en faisant des tests dans les labos, c'est ce qui est fait depuis 60 ans pour provoquer des mutations, soit en observant les animaux vivants et les races qui apparaissent ou les nouvelles espèces qui apparaissent au cours du temps, vous allez voir évidemment certaines séquences fonctionnelles qui ont un petit peu changé, qui sont un peu différemment adaptées à certains cas d'usage. Et très souvent, vous allez voir surtout des séquences qui sont détériorées, donc des composants biologiques qui ne fonctionnent pas du tout, mais parfois ils ne sont pas vitaux pour l'organisme, ou alors qui fonctionnent moins bien. Et donc voilà, allez lire David Abel, c'est vraiment très intéressant parce que en fait, il donne justement des concepts avec lesquels on peut commencer à discuter parce que au moins on n'est pas dans. Enfin voilà, c'est précis et il fait bien la différence entre ces trois types d'informations. Je sais pas si tu connais Grégory Chaitin aussi, qui est un mathématicien et théoricien de l'information. Et il a écrit un livre qui est super intéressant, qui s'appelle Proving Darwin. Et en fait, il dit, alors pourtant, il est plutôt pro-darwinien, sauf qu'en fait, ce qu'il dit dès l'introduction, c'est qu'il dit, j'ai toujours trouvé que c'était une honte que mathématiquement, on n'ait jamais réussi à prouver la vérité, la réalité de la théorie néo-darwinienne. Il dit, on n'a jamais réussi à prouver que des mutations au hasard pouvaient créer de la nouvelle information spécifique fonctionnelle, quoi. Et lui, il essaye de trouver des algorithmes un petit peu, et à la fin, il dit, bon, j'ai réussi à trouver des trucs qui pourrait être une ébauche, mais bon, c'est quand même bien insuffisant. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas exister, même si d'ailleurs, enfin, ça marche quand même pas hein, pour le monde vivant actuel, mais ça ne veut pas dire que dans une autre galaxie ou ailleurs, ça ne marcherait pas. Mais voilà, il le dit lui-même, on n'a jamais prouvé. C'est quand même dingue et c'est un mathématicien reconnu, hein, et c'est même pas un membre d'Intelligent Design, c'est quand même incroyable qu'un des mathématiciens les plus reconnus au monde dise on n'a jamais prouvé mathématiquement que c'était possible. Oui, oui, donc effectivement c'est intéressant parce que les mathématiciens en fait qui ont pas souvent ils ont pas trop de pression ou d'engagement idéologique Mm. et du coup en fait effectivement ils font leurs calculs et ils voient qu'en fait il y a un problème énorme. Moi j'irai plus loin, en fait il y en a beaucoup qui disent pas on sait pas comment ça s'est fait mathématiquement on n'a pas les modèles. Ils disent juste il y en a beaucoup qui disent en fait c'est radicalement absurde de recourir uniquement au hasard pour Mm. du coup pour expliquer l'apparition de ces systèmes biologiques. C'est pour ça que j'en ai déjà parlé dans mon entretien avec Manu Max, il me semble. Je parlais en fait du retour du lamarckisme ou d'un simili-lamarckisme parce que la notion de justement de d'évolution aveugle en fait on pourrait dire, c'est-à-dire en fait c'est des mutations qui pourraient aussi bien vous détériorer que améliorer votre génome qui apparaissent en fait au cours du temps sur les populations. Cette notion-là, en fait, elle est radicalement absurde puisque en fait on a un fossé qui est beaucoup trop grand
entre ce qui est capable de tolérer en fait l'ADN comme modification d'un côté, et d'autre côté voilà la quantité de changements qu'il faut apporter au cours du temps pour créer en fait par exemple une chauve-souris à Mm. partir d'un mammifère terrestre. D'ailleurs, juste en parlant de ça, je sais pas si tu sais mathématiquement ce qui a donné la fondation de la synthèse moderne de Darwin. Donc ça c'est le bouquin en fait qui a donné cette fondation-là. Donc en fait, ça s'appelle donc la théorie génétique de la sélection naturelle, Ok, donc par Fischer, Ronald Almer. Et en fait, Fischer, c'est un des plus grands statisticiens qu'on ait de tous les temps, hein. Et donc, si tu veux, c'est parti de là-dessus. C'est à la suite de ça que s'est formée la synthèse moderne. Sauf qu'en fait, je l'ai lu ce bouquin, et c'est une mathématique complexe, hein, c'est très intéressant. Sauf que ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'en fait, ils partent du prérequis que en fait, une information génétique est déjà là, et après, ils essayent de voir comment ça se diffuse au niveau des gènes. Donc, en fait, avec, tu sais, tous les trucs de goulot d'étranglement, le fait qu'il y ait une sélection ou pas, comment dire, le fait que ce soit chez un parent ou l'autre, enfin voilà. Et ils essayent de montrer que comme ça, quand un caractère est présent, il peut se diffuser. Certes, c'est très intéressant et ça existe ce phénomène-là, sauf que ce qu'ils expliquent jamais, c'est comment une nouvelle information est apparue et quelle est la probabilité qu'elle apparaisse. Et là, et ça, en fait, il n'y a jamais aucun mathématicien qui a réussi à prouver ça. Donc, et t'as plein de biologistes, moi je m'en rends compte, qui n'ont pas forcément une formation mathématique poussée, et c'est ça qui pêche chez eux. Et ils vont se dire, ah bah ouais, mais regardez, ça a été prouvé par les modèles mathématiques. Et puis en fait, quand on se plonge dedans, on se rend compte que pas du tout, quoi. oui, et du coup j'irai plus loin. En fait, tu as dit ils savent pas comment de la nouvelle information apparaît. Effectivement, ça dépend un peu comment chacun a sa définition. Mais en fait, une mutation, ça pourrait être de la nouvelle information. C'est comme changer une lettre dans un mot, il y a de l'information. Mm. Ce qui est C'est pour ça qu'il y a vraiment un point central, c'est qu'on n'est pas en train de mettre à la tombe en fait 60 ans de recherche en biologie sur les mutations, sur les races, les espèces, etc., les organes, la recherche du cancer et tout ça. En fait, moi j'insiste vraiment pour dire qu'il y a 99% de tout ce que va dire un évolutionniste, en fait, qui est valide, parce que souvent il se concentre justement sur des points en fait, qui sont tout à fait valides scientifiquement, tout à fait observés, tout à fait plausibles, etc. Par exemple, quand il parle des races de chiens, des races de loups, de l'évolution de certains mammifères, des races humaines, des différences, par exemple. euh, En fait, il y a différents groupes de populations humaines qui ont une enzyme, l'enzyme responsable de la digestion du lactose, du coup, qui est différente selon les groupes. Et du coup, il y a des articles évolutionnistes qui parlent de ces différences-là et qui emploient le terme évolution. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes et tout à fait, du coup, tout à fait avec lesquelles moi je suis en accord. Mais en fait, ils vont pas parler des points qui intéressent, en fait, justement nous là, qui nous intéressent en l'occurrence, c'est-à-dire l'émergence des nouveaux systèmes d'information. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste savoir comment on est passé d'un ADN qui peut digérer le lait à l'âge adulte à un ADN qui est incapable du coup de sécréter cette enzyme. Ce qui nous intéresse, c'est l'émergence du système d'information ADN avec du coup le système d'interprétation parce que une information en tant que telle, elle sert à rien. Un livre écrit dans une langue que personne ne connaît, en fait, il a strictement aucune utilité. Mm. Donc en fait, il faut expliquer l'émergence du langage ADN et l'émergence du système d'information ADN, c'est-à-dire l'ensemble des protéines qui sont capables de décoder cet ADN et de faire, premièrement, de faire grandir un corps à partir d'une cellule unique vers du coup un corps qui a des milliards de cellules. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment ces protéines, elles sont aussi codées par l'ADN. Donc on a une sorte de système qui tourne en rond Mm. et mystère avec un grand M. Et les évolutionnistes, quand il y a un mystère, ils mettent Darwin dedans et ils disent on sait pas, mais on va finir par comprendre. En tout cas, l'intelligent design, c'est de l'obscurantisme. Donc ça, voilà, c'est la réponse évolutionniste. Et je voulais rajouter un truc qui est très important. euh, c'est que oui, en fait, il y a beaucoup. Tu parlais des présupposés, du fait que Monsieur Fischer, justement, ne va pas assez loin et en fait part du principe que l'ADN existe déjà.
En fait, si tu veux, juste à l'époque, ça n'avait pas été découvert encore, ni le code génétique. Je crois même pas l'ADN, parce que du coup, l'ADN, c'est quoi? Attends, c'est 1900 combien? C'est pas C'est, 54? si, c'est ça, ouais. Et en C'est, fait, le bouquin a été écrit, si je ne m'abuse, dans les années 30. ok. Donc, tu vois, on peut pas leur en vouloir. Mais si tu veux, la synthèse moderne repose toujours sur ça, quoi. Tu vois? Ouais, Voilà. 1930. Ouais. Oui, oui, c'est à peu près 54 pour la structure de l'ADN, en tout cas, avec cette structure en ellipse. Et le code génétique 68, tu vois, je crois, un truc comme ça. Donc, en fait, ils n'avaient pas les éléments. Voilà, et tu as aussi beaucoup de scientifiques qui font en fait une erreur qui est extrêmement classique, c'est de dire en fait le vivant a évolué. Et ça en fait ça va être c'est leur point de départ en fait. Ouais. Tout ça c'est issu de l'évolution, c'est des procédés sans direction parce que Dieu n'existe pas. Mm. Euh, et du coup à partir de là ils vont chercher et du coup ils vont dire bon ben effectivement on sait pas trop, mais il y a forcément eu l'évolution donc on va Mm. finir par comprendre, on progresse etc. Et moi, ce sur quoi j'insiste, c'est que depuis 30 ans, la plausibilité du modèle évolutionniste, elle est réduite et elle réduit continuellement à mesure qu'on fait des découvertes, dont celle dont on a parlé au début, sur les différents niveaux de lecture. Il y a une analogie un petit peu, tu sais, il y avait une pub, je crois que c'était Coca-Cola ou Pepsi, comme ça, avec un but de foot qui s'éloignait, et puis le joueur, il courait, mais le but de foot, il s'éloignait encore plus vite que le joueur. Et ben en fait, en biologie, c'est ça, la théorie néo-darwinienne, c'est un peu le but, et plus on fait des découvertes, bah, plus on se rend compte que la cage de but, elle s'éloigne, en fait, et qu'à un moment, on n'y arrivera jamais, quoi. Voilà, ça c'est un point capital et donc moi je parle beaucoup, enfin parfois je mentionne la chaîne de James Tour, donc qui est uniquement en anglais, qui parle justement de lui plutôt de l'apparition de la vie, donc l'apparition d'une première protocellule. Et il explique ça très bien, c'est-à-dire c'est ce que tu viens de dire. En fait, il y a 40 ans, on s'est dit, bon, c'est pas si dur une cellule, il faut une membrane, il faut un noyau, etc. Et en fait, là, c'est le gap, en fait, le nombre de choses à créer pour avoir une protocellule qui a une sorte de vie, comment on pourrait dire, qui peut vivre, en fait, voilà, qui peut se mouvoir, qui peut se reproduire. Bah, en fait, c'est à des années-lumière Mm. de ce que l'homme est capable de produire et même de ce que les modèles théoriques sont capables de concevoir. C'est-à-dire qu'on Mm. peut même pas poser de trucs sur le papier. J'ai une image toute récente là-dessus. Je peux montrer d'ailleurs. Alors après, ouais, bon, on parle de plein de trucs. Bon, c'est pas On grave. va revenir après sur les, Ouais, les- les lignes on, on directrices. est sur ce point-là. Donc j'ai un bout de vidéo à montrer. Donc c'est une vidéo sympa du Discovery Institute. Du coup, avec pas mal de professionnels sur voilà, la biologie qui l'ont réalisé collectivement. Et du coup, ils parlent justement du fait de pouvoir créer des acides aminés en laboratoire. C'est des choses qui ont été quasiment faites aujourd'hui. Et, euh, et en fait, voilà, il y a des scientifiques qui ont réussi à faire ça et qui se sont exclamés que bah, du coup, il restait plus grand chose pour faire la première cellule vivante. Et en fait, non, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que en fait, les éléments vivants, même les plus simples, les plus primaires qu'on est capable de concevoir, en fait, il y a déjà des composants biologiques, mais il y a aussi des relations en fait entre tous ces composants-là, avec des échanges d'énergie, enfin des choses qui dépassent en fait très largement toute la compréhension et toutes les capacités de, on va dire, de construction ou de création des êtres humains. Donc en fait, on est à des années et des années-lumière de faire la première cellule. Euh, c'est assez impressionnant. Moi, l'analogie que je donne, c'est, je dis la cellule, si c'est une fusée, on n'a même pas réussi à construire un boulon de la fusée, et encore, il vise pas dans le bon sens, parce qu'il a pas la bonne chiralité, quoi. Voilà. C'est à peu près ce qu'on a réussi à faire. Et les Et, mecs, ils disent, ouais, on est proche de la fusée. et ce qui est très intéressant, c'est que c'est là où donc il y a ça doit faire 4-5 heures hein, cette séquence de vidéo de James Tour sur J'ai tout regardé, ouais, j'ai regardé ouais, ces 14 trucs de James Tour, ouais. voilà, Origin of Life. Donc James Tour, il est dans le top 20 mondial dans sa catégorie, donc c'est un microbiologiste américain. Top Et 5 même, en chimie, ouais. voilà. Et, euh, et du coup, il parle vraiment de tout ça. Et il y a un point aussi qui est vraiment très important, et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, en fait, c'est que vous pouvez pas juste construire un composant et attendre.
5 millions d'années qu'il y ait de suivants qui arrivent et qui ait du coup une action complémentaire et vous avez Mm. votre cellule qui va se construire. En fait, toutes ces choses-là sont des choses qui sont pas naturelles, c'est-à-dire qu'elles se désagrègent si elles font pas partie d'un système vivant englobant. Mm. Donc en fait, le vivant n'est pas naturel. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment, en fait, c'est extrêmement vrai. C'est-à-dire que toutes les protéines, tous les composants biologiques qui constituent le vivant sont dans des états énergétiques qui sont en fait très instables. Ouais. Donc en fait, il y a toute une machinerie qui est réglée évidemment au millimètre pour que tout ça, ça fonctionne et ça tourne. Mm. Là, on a fait ADN, on a fait complexité, on a déjà brassé quand même pas mal de thèmes. On peut peut-être parler de la dégénérescence. En tout cas, moi, j'ai quand même pas mal de vidéos qui parlent de ça. Mm. La dégénérescence, c'est en fait simplement l'accumulation des mutations au cours du temps. Et donc là-dessus, je vais peut-être également montrer des slides parce que j'ai préparé quand même des petites choses. Euh, citation dégénérescence. Donc une fois, j'avais fait un débat et il y a une personne qui m'a dit trouve-moi 3 citations qui expliquent que les mutations sont majoritairement du coup nocives pour l'organisme. Donc du coup, j'en ai trouvé peut-être 15 en 1 heure, hein. Donc je passe une autre heure et j'en aurai 30. Donc voilà, en fait, il y a un consensus qui est général sur le fait que les mutations sont très généralement négatives pour les organismes vivants. Je lis quelques citations. La plupart des mutations qui ont un effet phénotypique sont délétères, sont nocives. Chez les êtres humains modernes, les mutations qui ont des effets légèrement nocifs s'accumulent beaucoup plus rapidement qu'elles ne sont supprimées par la sélection. Donc en fait, ça veut simplement dire que la population humaine est de plus en plus fragile, de moins en moins, on va dire, robuste au cours du temps. Donc évidemment, il faut pas voir les choses de manière binaire, c'est-à-dire que par rapport au Moyen Âge, on se nourrit beaucoup mieux, Mm. on vit dans le confort, donc évidemment, on vit aussi plus longtemps, donc il y a tout un tas de facteurs, mais sur le plan purement génétique, voilà, il y a plus de mutations qui ont des effets nocifs qui s'installent dans les génomes des populations humaines. C'est évidemment valable pour toutes les populations mammifères qui sont pas des centaines et des centaines de milliards sur Terre. La majorité des mutations sont nocives. C'est un des principes les mieux établis de Evolutionary Genetics. C'est supporté par des éléments moléculaires et aussi des sortes de macro-analyses sur les génomes. La plupart des mutations qui affectent le fitness, donc je ne sais jamais comment traduire ce terme. Euh, Bonne question. ouais, c'est la robustesse, hein, mais bon. Ouais, robustesse, viabilité. Non, même pas viabilité, c'est pas Ouais. le bon. Ouais. Donc voilà, il y a des citations dans tous les sens et il y en a une qui est très intéressante. Voilà, il y a une contamination par des mutations qui sont légèrement délétères au cours du temps. Pourquoi n'avons-nous pas déjà disparu 100 fois? Donc ça c'est très intéressant parce que c'est un scientifique russe et du coup il se demande mais attends, ça fait 6 millions d'années qu'on a branché en fait, qu'on a forqué par rapport à la branche des chimpanzés. Comment ça se fait qu'on n'a pas déjà disparu 100 fois? Parce qu'il y a beaucoup trop de mutations négatives qui s'installent dans le génome. Donc c'est intéressant. Évidemment, les créationnistes jeunes et les gens qui ont plus une conception biblique, euh, ils vont expliquer ça par l'âge très récent en fait de l'espèce humaine qui n'est pas de 300 000 générations, mais qui est beaucoup plus courte, de moins de 300 générations, là jusqu'à Adam et Ève. Ah, ça s'explique aussi par la robustesse, tu sais, du code génétique pour les erreurs, tu sais, avec les redondances du code génétique, justement, c'est ce qu'on a vu. Ouais, Donc, ça peut être ça aussi, quoi. effectivement, ouais. Et du coup, donc voilà, c'est vraiment très intéressant parce que on parle toujours de sélection naturelle. La sélection naturelle va venir sélectionner les formes les plus adaptées. Oui, mais le problème, c'est que on a vu du coup avec Pierre-Alexandre que les systèmes vivants tolèrent très très peu les transformations et surtout à certains endroits clés du génome. Donc, les mutations aléatoires, en fait, elles n'ont pas une chance sur 10 d'abîmer le génome, elles n'ont pas non plus 9 chances sur 10 de l'abîmer. Voilà, sur 1 milliard de mutations, vous en aurez peut-être une, et il faut qu'elle arrive peut-être avant une autre mutation.
qui aura vraiment un impact de construction. Et en fait, on ne sait même pas ces choses-là puisque jamais on a observé d'accumulation de mutations qui forment un nouveau composant biologique. Donc on ne sait même pas, premièrement, comment ces composants apparaissent. Donc la notion de probabilité, on ne peut même pas la manipuler. C'est comme dire quelle est la probabilité qu'un éléphant arrive à s'envoler et traverser l'Atlantique. Bah en fait, on ne peut pas la donner. On est dans le monde de l'absurde. Mm. Et pour l'apparition des composants biologiques suite à des mutations, c'est la même chose. On est dans l'ultra spéculation. Euh, voilà, un peu comme d'habitude hein, avec la théorie de l'évolution, c'est beaucoup d'ultra spéculation. Et, euh, et souvent, voilà, on en revient toujours à ces mêmes choses-là, c'est-à-dire on va finir par savoir le modèle tient globalement la route, mais en fait, non, pas du tout. Il y a trop de choses qui sont ultra spéculatives et il y a Ouais. trop de contre-indications. Pour l'apparition du coup des nouvelles protéines suite à une séquence de mutations, en fait, ce sont des choses qui sont contre-indiquées pour des temps raisonnables, c'est-à-dire peut-être quelques milliards d'années et quelques milliers ou quelques dizaines de millions d'individus si vous voulez. Et là-dessus, il y a un point très important. Je pense que tous les deux, même, on a parlé aussi du professeur B, Michael B, donc, qui est microbiologiste. Maintenant, il doit être jeune retraité. Et il explique bien que, par exemple, quand vous prenez les moustiques, les choses sont un petit peu différentes parce que les moustiques, ils peuvent se reproduire extrêmement rapidement et ils peuvent aussi, du coup, s'éteindre, disparaître en fait extrêmement rapidement. Donc vous pouvez avoir, quand vous introduisez voilà, par exemple des produits pour tuer les moustiques, vous pouvez avoir un moustique sur 2 milliards en fait qui aura eu exactement la bonne mutation au bon endroit qui va faire qui résistera. Et ensuite, s'il se reproduit, en fait, vraiment en 6 mois, vous aurez une nouvelle population qui va résister. Et tu sais que pour ces histoires de résistance, en fait, généralement, ce qu'on a montré, c'était que c'était plus dû à une perte d'informations génétiques. Par exemple, enfin, je pense que tu es au courant, mais imagine, moi, si par exemple, j'ai des caries et demain on m'arrache mes dents, ah bah, on va dire: «Ah bah, regardez, il a muté, il est résistant aux caries». Ou par exemple, j'ai des champignons, sur les doigts de pied, on me coupe mon pied ou on me coupe ma jambe et puis on va dire demain: «Ah bah, regardez, il y a une nouvelle mutation bénéfique, c'est la preuve de l'évolution, il est résistant, aux champignons». Ah bah, regardez, on lui a enlevé ses cheveux, on lui a enlevé son scalp, il est résistant à la calvitie. Mais du coup, c'est ridicule parce qu'en fait, c'est pas dû à une nouveauté biologique, c'est dû à une perte d'information génétique et généralement, on a ça aussi avec les interrupteurs on-off, c'est-à-dire, par exemple, tu sais, comme les expériences de Lenski dont tu as beaucoup parlé, la digestion du citrate, en fait, la capacité de digérer le citrate était déjà là, présente en fait dans l'organisme de la bactérie, sauf que le gène était juste switché en mode off. Mais c'est pas pour ça qu'on a eu une création d'un nouveau gène et qu'on a eu une nouvelle fonction complexe qui est apparue. Donc pour le moustique, là, je connais pas, hein, mais en tout cas, des fois, on a ça en fait dans le débat avec les darwiniens. Ils vont dire, mais regardez, on voit, ça évolue, c'est capable de nouvelles fonctions, de nouvelles résistances, de digérer un nouveau composé. Mais en fait, quand on analyse dans les détails, c'était dû à une perte d'information génétique. Et en fait, si on regarde dans l'histoire des sciences, et tu peux me contredire, je crois, on n'a jamais trouvé, c'est même pas je crois, hein, mais tu peux confirmer, on n'a jamais trouvé de mutation qui aurait fait apparaître de nouvelles fonctions ou un nouveau complexe avec une fonction. Alors on a un exemple que j'entends souvent dans la communauté francophone, c'est le fameux lézard croate Podarcis. Et alors celui-là, c'est assez magnifique parce que c'est un peu le seul, c'est-à-dire que c'est le seul qu'on a vu dans toute l'histoire des sciences depuis qu'on étudie la nature avoir évolué. Alors l'histoire, c'est qu'on aurait abandonné des lézards. Alors je crois que c'est sur une île italienne et puis après on les aurait remis sur une île croate et puis il y a eu la guerre en Yougoslavie et du coup on n'y est pas retourné pendant 36 ans. Et puis ces lézards, ils auraient évolué à un régime végétarien avec une nouveauté des valves sécales. Et donc on aurait fait à regarder, c'est le pouvoir de l'évolution. Il y a le lézard, il a évolué à un nouvel organe, enfin je ne sais pas si on peut qualifier ça d'organe, mais une nouvelle fonction. Et c'est la preuve qu'en un temps très rapide, on peut faire quelque chose. Maintenant, moi, ce que je trouve très étonnant, c'est que on l'ait vu que pour ce lézard-là. On l'a jamais vu pour aucun autre animal. Est-ce qu'on ne s'est pas planté? Parce que moi, en science, il y a un principe qui est important, c'est le principe de reproductibilité. Donc, est-ce que ça n'a pas été
une erreur? Est-ce que ça n'a pas été falsifié parce qu'il y a eu beaucoup de falsifications dans l'histoire des sciences, comme Archaeoraptor, qui est un fossile recomposé de trois fossiles pour trouver un lien manquant entre les oiseaux et les dinosaures qui a été falsifié par des Chinois. On s'en est aperçu en le scannant. L'homme de Piltdown, qui est un crâne recomposé avec un morceau de mâchoire humaine et une partie d'orang-outan. D'autres, d'autres, on a d'autres exemples historiques en fait comme par exemple les embryons de Haeckel qui ont été falsifiés pour abonder dans un certain sens. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur qui est involontaire ou est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté de falsification pour se donner une certaine notoriété? Et donc, moi, je ne dis pas que ça n'est pas arrivé, mais je me méfie du fait que ça ne soit arrivé qu'une fois et qu'on ne l'ait jamais revu ailleurs. Donc, pour moi, ça n'est pas suffisant pour prouver ça. Euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, pareil aussi, on n'a pas été analyser le patrimoine génétique de ce fameux lézard pour voir s'il y avait eu une nouvelle information génétique, donc des nouveaux gènes qui sont apparus, ou est-ce que c'est pas non plus de l'information qui était déjà encodée et par un processus, mince, comment ça s'appelle? Tu vas m'enlever le mot de la bouche, je le trouve plus, tu sais, épigénétique, Épigénétique, voilà. voilà. Épigénétique qui fait qu'il y a un interrupteur on-off qui fait que le lézard s'est adapté. Mais est-ce que l'information génétique était pas déjà là pour qu'il puisse s'adapter? Finalement, on n'en sait rien. Mais ça, c'est un exemple qu'on entend tout le temps pour essayer de clôturer le débat, donc dans la communauté que moi je qualifierais de pseudo-zététique française. Mais au final, en termes de reproductibilité, on est sur du zéro. Et après, tous les exemples un peu classiques qu'on entend sur le moustique de Londres ou des choses comme ça, ou les expériences de Lenski, en fait, on n'a jamais de nouvelles fonctions. On est toujours sur, en fait, voilà, oui, on a des mutations, peut-être on a une incapacité de se reproduire due à une perte d'informations génétiques, mais des nouvelles fonctions, c'est ça qu'on veut voir. On l'a jamais constaté dans l'histoire des sciences, et ça, c'est quand même incroyable, quoi. Donc ouais, du coup sur le lézard, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Donc effectivement, ils ont laissé des lézards 30 ans, bon, on va dire des choses un peu incorrectes, hein, dans la mer Adriatique. Ils connaissaient les lézards au moment où ils les ont laissés, et quand ils sont revenus 33 ans plus tard, 33. voilà, ils ont découvert, il me semble que les lézards étaient un peu plus grands, plus gros, voilà, les pattes plus petites, et leur estomac présente une valve inexistante dans l'espèce d'origine. Donc c'est ça le point central qui a donné une résonance internationale à cette découverte dans les milieux évolutionnistes. Et donc du coup, effectivement, il y a eu une population qui n'avait pas cette valve-là, et 30 ans plus tard, il y a une population qui a cette valve-là. Donc tu as parlé de reproductibilité, moi je pense que c'est reproductible, tout simplement parce que... Donc déjà c'est 30 ans, donc c'est très intéressant. En 30 ans, alors je connais pas le temps de génération des lézards, c'est peut-être 6 mois ou peut-être 1 an ou 2 ans. Donc voilà, en gros, on a moins de 1000, largement moins de 500 générations. Et du coup, les évolutionnistes, ils ne sont pas demandés, mais attends, du coup, il faut qu'il y ait à chaque fois des mutations, puis une sélection. Et tout ça, ça crée une nouvelle valve, une nouvelle poche dans l'estomac en 30 ans ou en 100 générations. Et ils ont pas l'air de s'être posé la question. Mais du coup, voilà, il y a une réponse qui est vraiment la plus raisonnable, c'est-à-dire que c'est une réaction épigénétique du corps à un nouveau régime alimentaire. Donc, c'est ce qu'on appelle la plasticité. Donc, en fait, voilà, les corps en fait réagissent différemment. C'est peut-être même le cas chez les humains. Si vous donnez que des carottes et des tomates à un gamin, peut-être qu'il y a des choses qui sont biologiquement différentes, puisqu'il y a, dans une certaine mesure, une adaptation qui a lieu vraiment à l'échelle d'une vie. On le voit sur les gens qui font beaucoup d'escalade, ils ont vraiment des squelettes de mains qui finissent par changer. Donc du coup, comme tu as dit, le plus important, c'est que en fait, il n'y a strictement aucun lien qui est fait entre des mutations aléatoires, des mutations, et l'apparition de cette valve. C'est-à-dire que le top, en 33 ans, normalement, on peut refaire l'expérience. Donc, on isole plein de colonies, on les met au régime végétarien et on voit un peu ce qui se passe. Et ce qui va se passer, c'est que on ne va pas faire de lien entre des mutations aléatoires et une nouvelle valve dans l'estomac des lézards qui apparaîtrait en 100 générations. Ça ne sera pas fait parce que c'est complètement absurde. Même si la théorie de l'évolution est vraie, c'est évidemment des choses qui sont sur des temps plus longs puisque
une séquence génétique qui fabrique une valve ou voilà un ensemble de modifications dans l'ADN, de modifications qui amènent à un composant biologique de cette nature-là, évidemment, c'est pas voilà, il faut des centaines de milliers d'essais très probablement. Donc voilà, l'explication la plus simple, c'est celle de l'épigénétique qui commence à être connue de plus en plus. Euh, et comme tu dis, le point central, c'est qu'il n'y a pas de lien qui ait été fait entre les mutations aléatoires et ce nouvel organe, alors que c'est ce qui répète sans cesse, des mutations aléatoires, des nouvelles formes, et voilà, l'évolution, la macroévolution, etc. au cours du temps. Donc du coup, un point important là-dessus, c'est que bah, justement, tu as parlé de nos amis zététiciens. Donc moi, je me considère comme un zététicien, donc je fais partie de Moi cette aussi. communauté. Moi aussi. Et du coup, on a un exemple vraiment intéressant de biais de confirmation dont ils adorent parler sans cesse. Parce qu'en fait, voilà, ils ont vu ça et explosion, tu vois, cerveau en éruption, c'est bon, on a prouvé l'évolution, etc. Et il y a souvent, en fait, il n'y a pas de recul qui est pris. En fait. C'est-à-dire que les choses qui prouvent un petit peu l'évolution, c'est placardé. Et en fait, quand on réfléchit 3 minutes, parce que c'est récent, hein, c'est les années 2000, donc on connaissait déjà l'épigénétique, ça reste l'explication la plus simple en fait. Et il semblerait que ça soit la bonne, l'explication de l'épigénétique, c'est-à-dire que les lézards, selon le régime auquel ils sont assujettis, en fait, bah, leur corps va réagir différemment. Et dans l'ADN est déjà codé cette capacité d'avoir voilà, cette valve ou cet estomac, ce système digestif un petit peu différent. Et, euh, et donc voilà, en fait, on comprend pas trop. C'est un peu dommage qu'il y ait d'instants un petit peu de folie comme ça, mais de toute façon, ça retombe tout le temps. C'est pareil pour l'expérience de Lenski. Maintenant, c'est les créationnistes et les idées qui arrêtent pas de parler de l'expérience de Lenski, alors qu'au départ, c'était les évolutionnistes qui avaient enfin leur preuve de l'évolution. Mm. Donc voilà, c'est assez hilarant. Donc voilà, j'ai noté 3 points. Bah, je crois que là-dessus, j'ai répondu à tout ce à quoi je voulais répondre. Est-ce que Euh, je peux te donner une petite anecdote quand même sur la zététique en France? Moi aussi, j'ai eu un débat avec Acer Mandax, comme toi. Et alors, vraiment, j'étais choqué par un point en mathématiques qu'il n'avait pas compris, pourtant qui est central. C'est je lui parlais, en fait, je lui montrais l'improbabilité, donc par des calculs, de certains phénomènes, notamment par exemple de la formation d'une protéine ou de la formation du code génétique avec justement ce taux d'erreur et de robustesse. Donc j'arrivais à des calculs qui étaient très précis, alors j'ai plus en tête, mais on va dire 1 sur 10 puissance 200. Et donc il dit oui, mais c'est pas grave, c'est pas parce que quelque chose est improbable que ça n'arrive pas. En fait, l'erreur, c'est de regarder après coup. Par exemple, si je lance une fléchette sur un mur et qu'il y a 1 milliard de cases, bah, pourtant elle va arriver sur une certaine case du mur, et il n'y avait qu'une chance sur 1 milliard que ça arrive, mais pourtant c'est là. Et alors là, ça, mais pour moi, ça c'est crucial de comprendre ça, et ça me choque, parce que lui, il est très investi dans le débat de l'évolution. Ça me choque qu'ils ne comprennent pas quelque chose d'aussi simple. Là, il fait une erreur de troisième sur le programme de Proba, c'est qu'il confond probabilité et probabilité conditionnelle. C'est-à-dire qu'il regarde la case une fois que c'est arrivé. Donc si on va dire l'événement A, c'est ça atterrit dans la case machin, et ben, il va regarder probabilité de A sachant A. Ben ça fait 1. P de A sachant A, ça fait 1. Donc forcément, ben, il n'est pas très surpris. Mais effectivement, il y avait bien qu'une chance sur 1 milliard. Mais en plus, du coup, comme il prend que les mêmes événements à l'arrivée, forcément, en fait, il n'y a rien qui le choque. Mais par exemple, si je lui dis, bon, c'est un exemple un petit peu farfelu, mais qu'il y a une tornade qui doit passer dans une décharge avec des plaques de tôle, des boulons, etc., et puis qu'il y a une chance sur 100 milliards que ça forme un Boeing 747, et le reste, ça va rester un amas de tôle et de boulons. Si ça forme un Boeing 747, bah là, ça va plus le surprendre. Mais effectivement, là, du coup, l'événement est différent, alors que là, il prend que des événements qui sont les mêmes. Mais ce qu'il faut comprendre, ça, c'est très très important, c'est une proba conditionnelle, c'est pas la même chose. Et que oui, quand un événement est improbable, eh ben, il est improbable. Et il devrait peut-être se poser la question, pourquoi des mécanismes aussi improbables dans la nature arrivent? Parce que ça, pour moi, c'est le point central qui fait que direct la théorie de Darwin, elle tombe, quoi. voilà, effectivement, moi c'est pareil, j'ai eu un peu ces moments de flottement des fois dans les débats. C'est-à-dire que nous, on n'est pas en train de dire que, en fait, en lançant un dé,
vous allez comme par hasard tomber sur le 5. Parce que de toute façon, quand vous lancez le dé, vous allez faire un chiffre. Vous allez Mm. faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ce qu'on dit, c'est que vraiment euh, obtenir en fait des systèmes vivants ou obtenir de l'ADN ou des choses comme ça, c'est ce que disent les mathématiciens depuis les années 60. En fait, euh, en tant que tel, ce sont des choses qui sont improbables. Et les évolutionnistes, souvent, ils ont cette logique de, en fait, de juste dire ah, mais il y a des temps longs. Et si ça se trouve, il y a en plus plein d'univers différents. Ouais. Donc ça leur fait étendre leur champ statistique à l'infini. Et du coup, ils vont dire bah forcément, ça s'est produit parce que blablabla, évolution. Donc c'est vraiment la baguette magique, quoi. C'est ah, mais non, Et mais. en plus de ça, excuse-moi, en plus de ça, même, c'est-à-dire que on pourrait faire des calculs, hein, mais on pourrait même avoir un temps depuis l'origine de la vie qui serait de 1 milliard de milliards d'années. On n'y arriverait toujours pas en termes de proba. Mais en plus de ça, bah, l'émission que j'ai faite et que bah, je conseille aux gens d'aller regarder, vous tapez Darwin, vérité alternative, où en fait je parle en fait des Big Bang de l'évolution, c'est-à-dire qu'en fait on voit les espèces apparaître soudainement dans le registre fossile, que ce soit comment dire, les dinosaures, les insectes, les mammifères, les plantes à fleurs, comment dire, l'explosion du précambrien, des choses comme ça. On voit en fait que ça se forme sur des temps ultra courts, qui sont des fois de quelques millions d'années maximum. Et là, du coup, l'excuse des temps longs, elle tient même plus. Donc, déjà, c'est même pas possible statistiquement, mais en plus, c'est en contradiction même avec ce qu'on constate dans les fossiles. Mais bon, là, c'est un petit peu long pour en parler, on pourra en reparler. Ce que je voulais montrer, c'était que voilà, ce dont on est en train de parler là, en fait, c'est important dans la mesure où le vivant est ultra complexe. Si le vivant avait la complexité voilà, d'un tas de sable avec des grains de sable qui sont les uns sur les autres, on ne serait pas en train de parler de ça parce que euh, un tas de sable, en fait, ça s'obtient de 1 milliard de manières différentes. Là, on parle bien de systèmes dont, au premier abord, n'importe qui se dit que ce sont des systèmes qui sont créés. Tout le monde se dit ça quand on voit du coup l'ADN. Évidemment, il y a une explication évolutionniste qui est proposée, mais de prime abord, quand les gens voient des choses comme ça, ils se disent tout simplement ce système a été créé, il y a une volonté en fait derrière cette organisation, derrière ces mécanismes, derrière l'organisation en fait synchronisée de ces différentes parts. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que nous, on est en train de dire, on est en train de parler du caractère improbable de l'apparition de ces choses-là par le hasard, justement parce que c'est complexe. Et ça fait pas partie des choses qu'on voit apparaître aléatoirement au quotidien. Ça fait même partie des choses qu'on ne voit jamais apparaître. Donc, euh, donc voilà, c'est un point important parce que donc j'ai parlé du sable. Il y a des milliards et des milliards de configurations différentes des grains de sable dans le monde. Et en fait, vous avez juste à laisser tomber du sable et vous aurez une configuration qui sera différente. Le vivant, c'est pas du tout ça, puisque si vous faites des choses aléatoires, vous allez tout casser, tout simplement. Mm. Et pour l'instant, à chaque fois que vous faites des choses aléatoires, vous cassez tout. Donc la question de se dire, mais attendez, du coup, comment ça se fait que vos mutations aléatoires, même s'il y a beaucoup de sélection naturelle, comment ça se fait qu'elles ont construit ces systèmes-là, est tout à fait légitime. Et en fait, il faut la poser en permanence parce que voilà, la théorie de l'évolution est un système qui est globalement invalidé par surtout les 60 dernières années de recherche. Et c'est là où moi j'insiste sur le. En fait, je suis pas en train de jeter la pierre à tous les théoriciens de l'évolution. C'est très bien de faire de la science, de proposer des modèles. Et ce qui est top aussi, c'est d'abandonner des modèles quand ils ne correspondent pas en fait ben, aux choses qu'on observe en laboratoire et aux lois naturelles qui sont connues. Et C'est notre démarche à tous les deux d'ailleurs, hein. C'est parce qu'on était darwiniens tous les deux. oui, voilà, moi j'étais darwinien, on va dire par défaut, hein. J'ai Mm. jamais eu de. Mais effectivement, en fait, par défaut, je me disais que la science avait des explications et même les petits points d'interrogation, en fait, euh, ils venaient pas bousculer le paradigme général. Et en fait, il n'y a pas des petits points d'interrogation, il y a des étendues océaniques Des de essais. points d'interrogation. Et en Ouais. fait, il y a tout simplement un autre modèle qui explique tout ça beaucoup mieux, c'est le modèle Intelligent Design, qui est de toute façon très général, hein. En fait, il va juste dire ces systèmes-là sont créés.
Ce ne sont pas des systèmes qui sont apparus par une accumulation de mutations ou des sortes de phénomènes chimiques aléatoires. Ce sont des systèmes créés en fait tout simplement. Donc, alors c'est moi qui ai un peu donné ce nom-là parce que je savais pas trop comment l'appeler, mais c'est un problème qui est tout à fait connu. Flying Fox, je vais afficher mon animal préféré, la chauve-souris. Ah, celle qui est aux Philippines, la chauve-souris géante, là, le renard volant. Ouais, voilà, ils appellent ça Flying Fox. Bon, alors il y a des photos, ouais, on n'est pas sûr, mais c'est sûrement des vraies photos, hein. Parce que des fois, Mais j'en ai vu de mes yeux aux Philippines, les renards volants, là, ils ils font sont cette énormes. taille-là? Ouais, c'est énorme. Ok. Je vais afficher celle-là parce qu'elle est mignonne. Mais on dirait une fausse en fait, ou celle-là. Donc voilà. Alors, copier l'adresse de l'image. Hop. Comme ça, on a une super session avec des belles images. Donc, quel est le problème des... Alors, comment il s'appelle ce problème? Des formes intermédiaires. Donc, c'est pas le... Donc, il y a déjà le problème des formes intermédiaires dans le registre fossile, le fait qu'il y en a très peu ou trop peu. Donc, c'est pas de ça dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est plutôt du problème de l'apparition des nouveaux organes et euh, donc voilà, la proposition c'est la suivante. Vous avez une population qui a un état donné, par exemple des mammifères terrestres, et au bout de 1000, 100 000, 200 000, 10 millions de générations, peu importe, vous avez des chauves-souris. C'est-à-dire des mammifères qui sont capables de voler, mais qui ont toujours une reproduction de type mammifère placentaire. Euh, et donc évidemment les chauves-souris elles ont des ailes et donc évidemment on reconnaît un petit peu ici ce qu'on pourrait amalgamer à nos doigts ou aux doigts chez les animaux qui ont 5 doigts sur leurs pattes. Mais il y a quand même des ailes, il y a quand même un vol avec battement d'ailes, etc. Donc il y a toute une somme d'éléments biologiques qui font que la chauve-souris elle se développe de cette manière-là, elle a des ailes et instinctivement elle est capable de voler. Et c'est pas un vol plané comme certaines espèces d'écureuils, c'est vraiment un vol en fait comme des goélands tout simplement. C'est du Mm. battement d'ailes. Et d'ailleurs en les voyant de très loin, des fois on n'est pas sûr que c'est des oiseaux. Même en France on a des chauves-souris, on n'est jamais sûr que si c'est un oiseau ou une chauve-souris qu'on est en train de regarder. Bon là Mm. évidemment je pense que celle-ci c'est assez net. Et donc la question voilà c'est la suivante. Ben, pour former en fait cette aile à partir de pattes, il y a sûrement des centaines et des centaines d'états intermédiaires. La question c'est, ben, en fait, comment se fait-il que tous ces états intermédiaires soient sélectionnés alors que tous les états intermédiaires entre une patte et une aile fonctionnelle, ben, en fait, ce sont que des sortes de proto-ailes qui sont non fonctionnelles, qui servent à rien en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment problématique. Et il y en a qui ont proposé plusieurs scénarios. Il y en a un où, en fait, il y aurait des espèces de moignons d'ailes, alors qu'on n'a jamais retrouvé dans les fossiles, qui font qu'en fait, ils couraient un peu plus vite sur les chemins en pente, tu vois, parce qu'il y avait une espèce de portance et donc ils allaient être sélectionnés comme ça. Bon, évidemment, c'est assez absurde. Là, on est vraiment, là, c'est les mecs qui essayent de garder la face pour trouver une solution. Mais en plus de ça, on a plus de 10 000, non, pardon, 1000 fossiles de chauves-souris. On n'en a jamais retrouvé un intermédiaire. Et pourtant, on en a qui sont très collés en termes d'ancienneté sur les premiers, et puis on n'en voit pas. Il y a le ptérodactyle aussi, je ne sais pas si tu vois, il a son petit doigt en fait. J'ai une image, hein, sinon je peux partager. Peut-être tu partages déjà une image, je ne vois pas. J'ai oublié de partager l'écran. Donc les gens ont vu, mais pas toi. Il faut me demander ce que j'ai Ah, juste mais moi, oublié. c'est pas très grave après. C'est ça l'image que j'avais. Ok. Et là, Mais, ptérodactyle, ok. ou peut-être, ouais, tu peux le taper sur Google. En fait, tu mets ptérodactyle os, peut-être, tu vois. Voilà. Et en fait, si on voit comment c'est la membrane, alors, bon, là, il n'y a pas évidemment. Ici, là, avec les petites pattes? Non? Ouais, 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 voilà, très bien, bon, ça c'est bien, allez. En fait, si tu veux, la membrane, elle est soutenue par, en fait, c'est le petit doigt qui s'est allongé de manière Oui. extrême pour aller jusqu'au bout, et en fait, avec la membrane qui allait couvrir le reste. Mais tu vas te dire, mais alors, attends, mais qu'est-ce qui est apparu en premier? Bah, la membrane, elle peut pas apparaître sans quelque chose pour la soutenir, parce que bah, du coup, ça va pas tenir. Le petit doigt, s'il commence à s'allonger de manière démesurée par des mutations, en quoi ça va être sélectionné? Ça sert à quoi? Ça va être juste un inconvénient, ça va frotter par terre. Le Oui. bonhomme, il va avoir du mal à courir.
enfin, ça va le gêner, ça a aucune raison d'être sélectionné. Donc il faut que ce soit concomitant. Il faut que ce soit concomitant, mais qu'après nerveusement ce soit relié pour qu'en fait le battement d'ailes puisse se faire. On a même une structure osseuse qui s'allège. Enfin, en fait, on voit bien que tout ça, on a besoin en fait de mutations qui apparaissent de manière concomitante. Et même en plus de ça, j'imagine que ce serait pas la membrane complète qui se ferait, on serait un petit peu sur quelque chose de graduel. Ou alors pourquoi elle se forme comme ça, avec la bonne envergure, avec la bonne dimension. Enfin, il faut forcément des périodes d'essais et d'erreurs qui marcheraient pas nécessairement, comme il a fallu 114 essais pour les frères Wright pour faire voler leur avion. Comment tu sélectionnes ça? Et puis en plus, tu peux regarder dans les fossiles, on a plus de 1000 fossiles de ptérosaures. Pareil, tu peux regarder pour la chauve-souris, 1000 fossiles. Pareil, 200 000 fossiles d'oiseaux. On voit pas d'état intermédiaire. Bon, il y a le fameux Archaeopteryx qui est un petit peu bidon, on pourrait faire une émission dessus. Mais en tout cas, même en termes de fréquence, en fait, on devrait voir, en fait, en termes de courbe logistique de répartition des fossiles, voir des états intermédiaires, on les voit même pas. Mais en plus, même dans la théorie, on a vraiment des problèmes. Mais ça, c'est pas pour les oiseaux, hein, c'est pour. On pourrait citer tellement d'exemples comme ça de choses où les états intermédiaires sont tellement improbables, quoi. D'accord. Pour les états intermédiaires, donc moi, si vous voulez, voilà, je suis d'accord, hein, l'Archéoptérix a sûrement des propriétés dinosaures, des propriétés oiseaux, donc on peut l'appeler état intermédiaire si on veut. Mais dans ce cas-là, la chauve-souris aussi, c'est un état intermédiaire entre l'oiseau et le mammifère. Et là, on voit que, en fait, dans l'arbre de l'évolution, ça marche pas. L'Archéoptérix a simplement des propriétés que deux grands groupes animaux ont. La chauve-souris a des propriétés que deux grands groupes animaux ont. Et en fait, il y a tout un tas de similarités inattendues du coup qu'on retrouve. Euh, on a aussi par exemple le système de localisation de la chauve-souris et du dauphin implique des gènes qui sont très similaires. Donc là-dessus, j'ai fait vraiment de vidéos. J'ai peut-être pas encore réussi à bien expliquer mon point, mais mon point c'est que entre convergence évolutive et état intermédiaire, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui est une convergence évolutive et qu'est-ce qui est intermédiaire, et on a l'impression que c'est choisi de manière arbitraire. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire que oui, l'Archéoptérix, c'est sûrement un oiseau avec des dents, probablement, mais comment on sait que c'est pas juste en fait un oiseau qui de son côté a accumulé des dents de la même manière que le, les marsupiaux ont fini par former des loups qui ressemblent beaucoup aux loups placentaires. Mais d'ailleurs, Jean, bon, il y a débat hein, sur le fait que ce soit une forme intermédiaire. Mais d'ailleurs, alors, j'ai plus la référence en tête, mais je crois qu'il y a un oiseau hein, qui a des dents qui se trouve en Amazonie. Alors j'ai un doute, hein, mince, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est vrai que quand tu regardes en fait les analyses des fossiles par les deux écoles, celle de l'intelligent design et celle de l'évolutionnisme, en fait, tu peux voir que les analyses sont assez contradictoires entre elles. C'est des fois très très technique. Ça va se jouer sur des processus osseux, sur les facettes des dents, sur des choses comme ça. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, effectivement, tu peux avoir quelque chose qui apparaît. Regarde le bec de De l'ornithorynque, l'ornithorynque. quoi. Voilà. Voilà, donc c'est pas une preuve pourtant que l'ornithorynque descend du Et canard. Tu vois ce que je veux oui, dire? en fait, c'est pas une preuve que c'est un intermédiaire entre les oiseaux et les Exactement. mammifères. C'est-à-dire que, Quoi qu'il en soit. oui, Quoi qu'il en soit, c'est même pas une preuve. parce que, et même les évolutionnistes ne parlent pas de l'ornithorynque comme espèce intermédiaire, c'est juste une branche qui a divergé. Mais Mm. du coup, qu'est-ce qui est convergence évolutive et qu'est-ce qui est état intermédiaire Et oui. Et là, Voilà. c'est toujours quand ça nous arrange, tu vois ce que je veux dire? Parce que le truc, c'est que tu peux pas faire les analyses moléculaires sur les fossiles qui sont anciens. Donc en fait, on est vraiment sur une construction qui est empirique entre ce qui nous arrange au niveau des formes fossiles quand ça se ressemble et bah, des fois, quand il y a discordance, on va dire ah bah c'est convergence évolutive du coup. Voilà, Mais enfin, c'est exactement le cas. Et on peut faire un pont du coup sur l'étude du coup génétique, parce qu'il y a toujours des milliers d'espèces vivantes, donc on peut faire des études génétiques sur un grand nombre d'entre elles. Et justement, eh ben, si il y a surtout des espèces intermédiaires, on se serait attendu à avoir des études génétiques qui reflètent cela. Et en fait, on retrouve exactement pas ça. C'est-à-dire que les études génétiques révèlent plutôt un système de sac de nœuds entre les espèces. C'est-à-dire que par exemple, voilà, l'ornithorynque, il va avoir des protéines en commun avec le canard, des choses comme ça. Mais du coup, il n'y a aucune logique vis-à-vis de l'arbre des espèces et
d'un arbre avec un ancêtre commun universel. Donc là-dessus, j'en ai quand même regroupé plusieurs, je peux les lire. Lorsqu'ils sont chacun basés sur un gène, les arbres reliant les espèces ont souvent des embranchements incohérents les uns avec les autres. Donc en fait, c'est très simple, selon qu'on regarde telle ou telle propriété, on va avoir un arbre cohérent, mais si on regarde une deuxième propriété, en fait, il y aura un autre arbre. Donc en Mm. fait, il n'y a que des conflits dans tous les sens qui sont très difficiles à résoudre. Les conflits en phylogénétique sont courants, ils sont la norme et non pas l'exception. L'arbre des espèces est dans un état désastreux, taillé en pièces par une armée d'indications négatives. De nombreux biologistes soutiennent désormais que le concept d'arbre est obsolète et doit être abandonné. Nous avons détruit l'arbre des espèces, il ne s'agit plus d'un arbre. Construire un arbre réunissant les espèces complet et cohérent, voilà, l'arbre est irréalisable. Et je peux faire une petite remarque. Là, il Ouais, y a quelque chose de très très intéressant, moi qui m'a pas mal perturbé. Et là, c'est des preuves de l'évolution. Mais je les verrais différemment. Je ne sais pas si tu savais que la baleine avait des os de membres inférieurs, quasiment à taille humaine d'ailleurs, dans sa chair, séparés du reste du squelette, comme nous, notre os hyoïde est séparé du reste de notre corps. Tu le savais ou pas ça? oui, oui, je le savais, mais tu peux m'en dire plus, que j'en sais pas vraiment plus. Bah, moi, alors on pourrait faire tout un chapitre sur la baleine. D'ailleurs, j'ai préparé plein de diapositives. Je sais pas si on aura le temps, mais bon, on pourra le faire une autre fois sinon. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si la baleine, par exemple, n'avait pas forcément un ancêtre commun avec la hyène, l'hippopotame ou tous les ancêtres qu'on a pu lui trouver, le cerf, enfin, ou les ancêtres de ces animaux-là, euh, pourquoi est-ce qu'elle aurait des membres inférieurs qui ne lui servent à rien? Et moi, j'ai l'impression, mais là, c'est plus une intuition, qu'on a affaire à une sorte de Big Bang évolutif, mais avec quand même un lien, tu sais, avec des sortes de gènes on-off, tu sais, comme notre cellule au début, l'embryon, ça va être une seule cellule, et puis ça va se diviser en termes de spécialité. Et puis on va avoir, par exemple, pour les cellules du foie ou du rein, les gènes, en fait, par exemple, de fabrication des neurones, qui vont être désactivés. Et je me demande si quand ces premières cellules sont arrivées sur Terre, alors on peut avoir plein de théories, hein, des hystes, panspermies, etc., elles n'avaient pas une capacité justement à former ces animaux, mais en fait justement elles pouvaient être désactivées, ce qui fait que on pourrait avoir une certaine cohérence dans l'évolution sur certaines lignées, peut-être pas avec un Lucas, mais qui fait que par exemple la baleine, il va y avoir une désactivation de certains gènes, peut-être par un processus épigénétique avec l'eau, etc., qui fait qu'en fait on va quand même avoir la cohérence de trouver des membres inférieurs, mais il n'y a pas eu enfin, il n'y a pas eu d'évolution par hasard et sélection naturelle par rapport aux autres animaux. Par contre, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on prouve que c'est improbable qu'un animal ait pu évoluer d'un autre, parce qu'on voit que statistiquement ça ne l'est pas, que ce n'est pas le cas. Il pourrait très bien avoir une évolution compatible avec l'intelligent design ou une forme d'évolution, tu sais, un petit peu avec des gènes on-off qui s'activent, se désactivent par espèce de saut, un peu saltationniste. Ce qui pourrait un petit peu combler des trous qu'on a un petit peu, moi des fois des choses qui me contredisent la théorie de l'intelligent design, comme ces fameuses membres inférieurs de baleine. Mais tout ça, ça n'est qu'une hypothèse. Voilà. Alors, bah du coup, c'est exactement le point que je voulais soulever parce que donc là, typiquement, que va faire Monsieur évolutionniste? Il va dire, regardez, la chauve-souris, elle a 5 doigts et regardez votre main maintenant. Vous aussi, vous avez 5 doigts. C'est parce qu'on a un ancêtre commun. Voilà, du coup, le discours un petit peu habituel. Donc voilà, bah, du coup, je résume pour ceux qui ne sont pas au courant, mais moi, je ne crois pas du tout en l'ancêtre commun universel. Donc je ne crois pas du tout en l'évolution dirigée. Donc il y a beaucoup de croyants qui croient en l'évolution dirigée, du coup, qui quand même valident la thèse de l'ancêtre commun universel. Moi, je valide pas du tout, c'est origine indépendante, euh, dans mon cas. Mais du coup, je voudrais répondre à cet argument qui est vraiment un bon argument, c'est-à-dire, effectivement, il y a beaucoup de points communs entre, bah, en fait, par exemple, la chauve-souris et nous, et ça serait un signe que la chauve-souris a effectivement dérivé à partir des mammifères terrestres qui ont aussi souvent 5 doigts sur leurs pattes. Et du coup, là-dessus, j'ai un schéma en fait tout bête euh, qui illustre en fait vraiment cette propriété. Donc là, il y a un petit garçon, je sais plus comment il s'appelle, c'est un personnage Dans de Stranger série. Things. Ouais, voilà, c'est lui. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ces objets ont un ancêtre commun. Certains se ressemblent parce qu'ils sont proches dans l'arbre, d'autres sont très différents car leurs branches ont divergé il y a longtemps. Donc en fait, ce schéma,
tout ce que vous voyez, ce sont des objets qui sont créés par les humains. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ils sont pas tous radicalement différents les uns des autres. Malgré que ce soit une intelligence qui les ait conçus et pas un phénomène aléatoire sans direction, et ben en fait, on peut quand même les regrouper et on peut quand même voilà, faire des grands ensembles et on va avoir évidemment euh, des phénomènes en fait de convergence évolutive, exactement ce qu'on aurait dans le cadre de l'arbre de la vie, puisque donc si je prends par exemple la poignée, et ben donc on pourrait dire ici pour aller jusqu'à à ce niveau que la poignée a disparu ou alors qu'elle n'était pas présente à cet embranchement, mais du coup ça serait un exemple de convergence, c'est-à-dire que les objets qui sont sur la droite ont une poignée, tout comme les objets qui sont sur la gauche, donc il y aurait une sorte de convergence évolutive. Et en fait, c'est pas une convergence évolutive, c'est simplement une similarité inattendue entre des objets qu'on a regroupés dans des grands ensembles. Et en fait, il y a des similarités inattendues partout, tout simplement parce que quand les êtres humains ont créé ces outils, on, on- on s'en foutait que ça soit cohérent dans le cadre d'un arbre généalogique qui les regrouperait toutes avec des embranchements, etc. Et effectivement, ça ne l'est pas. Et qu'est-ce qu'on découvre sur le vivant depuis qu'on fait des études macro sur les séquences génétiques, sur l'anatomie comparée, sur les séquences qui forment les protéines, on découvre exactement la même chose. Il y a des problèmes de conflit systématique entre les phylogénies. Comment peut-on expliquer cela? Eh bien, moi je l'explique tout simplement de cette manière-là. Les êtres humains ont pris des systèmes créés et ils ont essayé de les organiser dans un arbre généalogique et du coup, en fait, ils se retrouvent avec plein de problèmes d'incongruence, tout simplement parce que ce ne sont pas des objets qui sont apparus suite à des transformations et un héritage au cours des générations, mais ce sont tout simplement des ensembles qui sont créés. Donc c'est comme ça que je réponds en fait à l'argument presque bicentenaire de la similarité entre les animaux comme preuve de l'ancêtre commun. Bah non, en fait, tous les objets que nous on crée ont aussi souvent des similarités, mais ils n'ont pas d'ancêtre commun, ils ont un créateur commun. Il y a juste une intelligence identique qui est à l'origine, par exemple, de tous les systèmes roulants du monde, les skateboards, les vélos, les voitures, etc. Donc voilà, ça c'est ma réponse faite. Je suis pendant longtemps, j'ai eu un blocage là-dessus. Je me suis dit, mais effectivement, attends, les singes, ils ont trois pattes, ils ont quatre pattes, ils ont deux yeux, ils ont un Ouais. nez, et ils ont cinq doigts. Nous aussi. Mais en fait, les systèmes que créent les humains ont exactement ce genre de similarité. Mm. On ne crée pas des objets qui sont à chaque fois radicalement différents, qui ont des systèmes qui sont radicalement différents. En fait, nous, on itère et on crée des choses, on décline en fait en permanence. Et là, il semblerait que en fait, les systèmes vivants obéissent à la même configuration quand on regarde les choses en fait d'un point de vue global. Et c'est pour cette raison qu'on retrouve des convergences évolutives qui sont tout simplement hallucinantes. C'est tout simplement parce que ce ne sont pas des convergences évolutives. Il n'y a pas eu des mutations qui ont fini par du coup donner à des mammifères terrestres la capacité de voler en battant des ailes. Ce sont simplement des systèmes créés. Et en fait, l'intelligence qui est à l'origine de ces systèmes se fiche complètement de l'arbre de la vie et de la cohérence voilà, de l'arbre de l'évolution dans son ensemble. Et donc voilà, j'ai parlé en fait de la quantité astronomique de convergence évolutive et là je souhaiterais simplement l'illustrer. Donc là on a le loup tasmanique qui est un marsupial et à droite le mammifère placentaire, du coup il y a encore une erreur. Le loup en fait, tout simplement le loup gris. Donc il y a des choses qui sont en fait quasiment identiques, alors que c'est deux branches qui sont séparées. Donc en fait on a les mêmes structures qui apparaissent au cours du temps, c'est Ouais, incroyable. c'est génial. Requin, dauphin, du coup évidemment il y a des poissons qui sont mélangés aux mammifères dans ces images. En fait il y a les deux. Pareil, poisson à gauche, mammifère à droite. Les taupes, incroyables. Donc il y a le groupe Afrotheria. Pareil, on gardera pour la prochaine fois, je vous en parlerai, parce que en fait, on peut comprendre toutes les erreurs évolutionnistes juste en parlant de cette thématique-là du groupe Afrotheria. C'est, ils raisonnent à l'envers en fait, ils comprennent rien. C'est assez incroyable. Bon, ah ben on en a parlé, voilà, on a les deux animaux et bon l'ornithorynque, etc. Voilà, je voulais juste faire un passage rapide sur tous ces trucs-là.
Bon, ben très bien, merci à ceux qui ont écouté intégralement cet échange. Et on se retrouve, je vois qu'il y a 3 personnes. Ah oui, c'est ma présentation. Ben, on se retrouve très probablement pour la partie 2 dans quelques semaines. Et voilà, merci à tous. Merci à tous.